Bienvenue à tous. Une démocratie repose toujours sur la possibilité d'exprimer librement des opinions diverses et sur le vote de citoyens bien informés. Les médias et les journalistes jouent par conséquent un rôle primordial dans les processus électoraux en assurant la circulation des informations ainsi que des opinions et leur confrontation. Quel traitement de l'information pendant les campagnes électorales? Deux journalistes en plateau pour en dire davantage. Augustin Tapé est journaliste, rédacteur en chef. Bienvenue. Merci de nous recevoir encore une fois sur votre plateau. Dans ce domaine du journalisme, vous avez plus de 15 ans de métier. C'est un journaliste radio. Et souvent télé aussi. D'accord, très bien. Et avec nous, Marthe Akissi, elle est journaliste radio, est avec nous au plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Thomas Gaumont. Nous allons parler de traitement de l'information. Et vous, le média dans lequel vous êtes, vous traitez l'information en période électorale. Au besoin même, vous suivez parfois les candidats lorsque nous sommes en période électorale. Augustin Tapé, qu'entend-on par traitement de l'information? Bon, merci bien pour cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle du journaliste premier, c'est de collecter des informations. Ça veut dire aller sur le terrain, prendre dans diverses sources et puis venir traiter l'information. Le mot traiter se retrouve traitement en informatique, traitement dans un autre domaine, mais en journalisme, c'est le fait de recueillir une information et de la mettre en forme. La mise en forme consiste à faire quoi? Faire ressortir les aspects du lieu, de la date, les questions essentielles qu'on se pose, qui, quoi, où, comment. Donc quand vous donnez une information, si ces éléments ne se retrouvent pas dans votre papier, c'est que vous ne traitez pas l'information. Donc traiter l'information, on retient que c'est le fait de faire mettre en forme ce qu'on a pu recueillir comme information sur le terrain. D'accord, on a parlé récemment de fake news quand on parlait de la maladie à coronavirus, mais les fake news ont toujours existé, même en période électorale. Et M. Augustin Tapé a parlé de collecter l'information, parlant des sources d'information sur Internet. Peut-on collecter des informations sur les réseaux sociaux? Je pense que Internet, déjà, c'est une source d'information. C'est vrai que les fake news ou encore rumeurs ou un fox peuvent constituer des sources, mais il faut quand même les recouper. C'est-à-dire qu'il faut, on va dire, avoir la véracité de ces informations avant la diffusion. Donc pour moi, ça fait partie de ce processus de traitement-là. Comme l'a dit Augustin, déjà parler de traitement de l'information, c'est tout un processus de la collecte à la diffusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme ingrédient, on va dire en quelque sorte, pour que l'information qu'on va donner puisse impacter notre public de façon notoire? Et l'Internet, c'est une source d'information, on ne peut pas le nier, mais il faut s'assurer que tout ce qu'on a comme information sur Internet, il faut les recouper pour avoir la véracité, pour pouvoir les diffuser. D'accord. Tout métier a des principes élémentaires de base. Et dans notre métier, on parle d'éthique et de déontologie. On va donner peut-être quelques informations sur cela pour voir à quoi est-ce que le journaliste doit s'en tenir quand il doit donner une information. Monsieur Augustin. Alors, il faut savoir que les journalistes que nous sommes devant deux situations. Ça veut dire qu'on a des droits et on a des devoirs. Je vais m'appesantir sur les droits que nous avons, qui ont été répertoriés dans une sorte de code qui nous permettent qui régissent, n'est-ce pas, le métier. Il y a la question du respect des faits. On va peut-être s'attarder un peu sur des grands points sur lesquels, qui sont des principes du journalisme, respecter les faits. La sacralité des faits, comme on le dit très souvent, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Cela signifie que dès qu'il y a un événement, il faut donner l'information au lieu de commenter cette information. C'est vrai qu'il y a plusieurs techniques journalistiques sur lesquelles on s'appesantit pour travailler, mais très souvent on a constaté dans nos médias, surtout dans nos médias de façon générale, dans la presse écrite, souvent on mélange, on n'arrive pas à dissocier les faits des commentaires. Donc ça, c'est vraiment un de nos principes sur lesquels il faut mettre l'accent, et puis ne pas publier comme autre aspect les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude ne sont pas établies. Tout à l'heure, on a parlé de faits vérifiés.
vous donnez des informations qui ne sont pas vérifiées. Là, on rentre dans le domaine des fausses informations ou bien même de la désinformation. Donc peut-être que un aspect aussi sur lequel je voulais insister, c'est l'indépendance du journaliste. Il faut apprendre à être indépendant. C'est vrai que nous travaillons aussi dans des médias où on a des chefs, des patrons qui sont avec nous, mais tant que vous-même vous n'êtes pas indépendant, vous vous laissez presser par des personnes extérieures ou bien même par vos responsables de la rédaction. On ne dit pas d'être à couteau tiré avec les chefs, mais déjà vous-même, on doit s'autodiscipliner en termes de responsabilité, en termes d'indépendance, n'est-ce pas, du journaliste. Certainement que Marthe a certains aspects à... Oui, bien entendu. Nous sommes même dans une période électorale dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, Guinée, la Côte d'Ivoire, et certains pays qui également vont passer aux élections présidentielles. Le journaliste a une responsabilité dans le rendu des faits. Marthe Akissi, quel est le constat que vous faites en Afrique ou dans la sous-région en pareille période pour les journalistes? Je pense que mon constat, il est personnel. Les journalistes démontrent un peu de leur militantisme, on va dire, dans leurs écrits, que ce soit leur papier ou leur production. Ça, c'est ce que je remarque en Afrique et ce qui d'ailleurs me choque un peu parce qu'un journaliste, normalement, il ne doit pas être partisan, c'est quelqu'un qui est impartial, c'est quelqu'un qui, dans ses productions ou ses contenus, doit équilibrer l'information. Alors, vous l'avez dit, nous sommes dans une période électorale dans la sous-région, au niveau de la Guinée, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les écrits des journalistes? C'est que tout ce qu'on donne comme information, on a tendance à voir que c'est à caractère publicitaire en quelque sorte en faveur d'un candidat ou X ou Y. Ce qui est à déplorer quand même. D'accord. Les spécificités des différents médias, la télévision, la radio, la presse imprimée, selon notre média dans lequel nous exerçons, est-ce que le traitement de l'information doit être le même? Bon, je pense que être le même, ça va être un peu compliqué, mais ce que les journalistes doivent retenir, ou bien ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent doivent retenir, c'est que vous soyez à la télé, à la radio, dans une presse imprimée ou bien numérique, médias en ligne, la base journalistique en termes d'écriture reste. Le respect des principes. Ouais, on respecte les principes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais à la radio et à la télé, en presse audiovisuelle, comme on le dit, nous, on s'attache à la concision, à la précision, ce qui est valable aussi pour la presse imprimée, la presse écrite, puis les médias en ligne. Mais en presse écrite, on peut être un peu plus, on peut s'étendre un peu plus par rapport à quelqu'un qui est dans un journal télé. Vous voyez que journal télé ou bien radio aussi, c'est ce qu'on appelle des papiers, mais on les appelle les leads. C'est des papiers qui sont très courts, mais il faut reconnaître que on reste à la base de l'écriture journalistique. D'accord. Dans la période électorale ou en période même électorale, il y a beaucoup de formations sur les élections à l'attention des journalistes. Quels sont les enjeux de telles formations? Moi, je pense que c'est tout simplement éviter le pire. Parce que le journaliste, on va dire, c'est l'évangélisateur. Tout ce que le journaliste donne comme information, c'est pris pour parole d'évangile. Donc un journaliste qui n'est pas bien formé, qui n'est pas professionnel dans ses écrits, c'est un danger pour la nation, on va dire. Et en période électorale, qui dit élection en Afrique, on a déjà des idées conçues, des idées arrêtées. C'est la peur qui anime tous les citoyens, les populations. Donc, en tant que journaliste, il faudrait qu'on soit formé, qu'on nous rappelle en fait qu'il faut qu'on soit professionnel pour que vraiment on puisse donner l'information qu'il faut pour éviter tout ce qui est danger, éviter tout ce qui est violence, éviter tout ce qui est guerre. Et c'est très important. Je veux revenir, si vous me le permettez, sur les spécificités des médias, comme l'a dit Augustin. En fait, les règles de base restent les mêmes, mais en télé, on vous parlera par exemple de l'image, parce que la télé, nous présente des images. L'image vaut mille mots. Voilà, on montrera donc des images de qualité. En radio, ce sera plutôt le choix des mots, parce qu'on ne nous voit pas en radio, puisque moi je suis en radio. Donc on mettra l'accent sur le choix des mots et la concision, et puis en presse papier également, la concision, mais
comme on l'a dit, l'accroche, c'est-à-dire que ce que vous allez donner comme information qui va accrocher votre lecteur. Et l'Internet, on va dire, c'est le condensé de tout ça, hein, parce qu'on a la télé, on a la radio, et puis on a la presse papier qui se retrouve sur Internet. Donc, Internet englobe tout cela. Objectivité et conscience professionnelle du journaliste en période électorale. Parfois, on entend des discours haineux, des discours avec des mots, des vocabulaires parfois qui frisent à la violence. Dans de tels contextes, dans de telles conditions, comment le journaliste doit-il transmettre l'information de peur d'attiser la haine, de peur de reprendre textuellement ses propos? Que faire? Alors, on emploie souvent des mots, c'est vrai. Ce qu'on rappelle aux journalistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans des formations, c'est de les mettre devant leurs responsabilités. Le journaliste est responsable par rapport à l'information qu'il donne. Pour répondre à la question, c'est des aspects qui sont assez importants pour le journaliste, de savoir qu'on ne peut pas dire que comme nous sommes des reporters, comme l'indique le mot, c'est pourquoi on va rapporter tout ce que les gens vont dire comme injure, comme insulte, comme invective. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Si vous partez à un meeting que les candidats ou bien certains proches disent des mots qui sont choquants ou bien qui sont insultants, il faut, comme on nous l'a enseigné, avoir un langage édulcoré. Il faut essayer de voir dans quelle mesure ce qui est assez important pour apaiser les cœurs, tu puisses le rapporter. C'est vrai qu'on me dira, bon, mais il a dit la vérité, mais pourquoi on ne va pas dire aussi la vérité? Mais toute vérité ne se dit pas en journalisme. On ne peut pas venir dire des choses qui vont venir bouleverser la société, notamment il peut y avoir des subversions dans le pays. Donc il y va de la responsabilité du journaliste de ne pas être, je dirais, une caisse de résonance des personnalités politiques. Parlons de l'équilibre dans le traitement de l'information. Comment faire en sorte de donner la parole parfois au même moment, mais de façon équilibrée aux différents candidats? Parce qu'on voit parfois des journalistes qui courent vers certains candidats. Par contre, d'autres sont un peu lésés. D'accord. Je pense qu'en période électorale ou en campagne, ça revient à chaque média de s'organiser. Il faut qu'au sein de chaque média, on trouve déjà peut-être des reporters qui vont suivre chaque candidat, puisque la population a besoin de connaître les programmes de société de chaque candidat. Et dans le traitement, il faut s'assurer de donner les mêmes espaces ou colonnes, si ça concerne la presse imprimée, ou encore les mêmes temps d'antenne à chaque candidat. Ça, c'est très important. Ça fait partie aussi de l'équilibre. Et dans le traitement, si vous parlez aujourd'hui de programme de société d'un candidat X, il faut vous assurer que demain, vous parlerez du projet de société du candidat Y. Donc, c'est ces petits éléments, on va dire, sur lesquels chaque média ou les responsables de médias doivent jouer pour que vraiment ils puissent faire le travail convenablement. Oui, alors sur le sujet, je pense que je rejoins ce que Marthe a dit. La notion d'équilibre de l'information est capitale en matière de traitement de l'information en période électorale. C'est un de nos principes sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est vrai qu'on constate dans nos médias en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de pluralisme dans le traitement de l'information sur certains médias. Et c'est ça qui fait que certains n'ont pas confiance, les journalistes ne sont plus crédibles vis-à-vis, n'est-ce pas, du public. Et il est important, comme elle a dit, de s'organiser au niveau des rédactions, de voir comment couvrir, parce que la notion de couverture des activités de tous les candidats doit être de mise à la rédaction, parce que ce serait quand même équilibré. Et justement, la AK et puis l'ANP en Côte d'Ivoire ici, qui sont des médias d'autorégulation, travaillent sur le sujet et pondent des communiqués sur lesquels on interpelle les médias sur le pluralisme dans le traitement de l'information, surtout l'équilibre de l'information en période électorale. Est-ce que les journalistes encourent des sanctions si ils outrepassent leurs responsabilités?
Je pense que oui, l'ANP, au niveau de la presse imprimée... Qui est l'autorité nationale, oui, l'autorité nationale de la presse, ou encore la ACA, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, dispose des moyens de sanction. Ça peut être l'avertissement d'abord, et ensuite le blâme ou encore le retrait de la carte de journaliste. Il y a plein de sanctions qui sont là. Mais dans un premier temps, on avertit la rédaction et le journaliste en question qui est inculpé, en quelque sorte, on va dire, attention, vous avez écrit tel article, vous avez produit telle émission qui ne respecte pas les règles de base ou encore le code de déontologie. Attention, attention. Et si ça persiste, je pense qu'il y a des sanctions aussi pécuniaires qui existent. Alors, il y a aussi également l'OLPED, qui est l'Observatoire pour la liberté de la presse, ici en Côte d'Ivoire, qui travaille sur ce qu'on appelle un monitoring de la presse. Ça veut dire jeter un regard panoramique sur tout ce qui est écrit pour qu'on puisse tirer, n'est-ce pas, ce qu'il y a comme dérapage dans nos écrits, nous les journalistes. D'accord. Oui, allez-y, Martha. Oui, je veux revenir concernant les sanctions. Pas plus longtemps, puisqu'on est en pleine période électorale, pas plus longtemps, le 9 octobre dernier, il y a l'ANP, en partenariat avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, qui a fait sortir une charte de bonne conduite pour les journalistes. Ça comprend 10 commandements. Voilà, comme les 10 commandements de la Bible. Alors, le 5e commandement demande aux journalistes, ou interdit aux journalistes de diffuser des propos insidiaires ou injurieux, qui visent à perturber l'ordre social. Donc, c'est un peu, on va dire, cet objectif assigné à l'ANP, à l'endroit des journalistes. Attention, nous sommes dans une période sensible, c'est la campagne électorale, c'est la présidentielle. Il faut éviter de diffuser des informations à caractère D'accord. La couverture des événements de l'opposition, pas forcément en Côte d'Ivoire. Parfois, il y a des élections qui sont en train de s'achever et puis il y a une sorte de dissidence des résultats qui sont proclamés pas dans un délai, l'opposition ou des candidats qui s'autoproclament. Le journaliste, qu'est-ce qu'il doit faire dans de telles conditions? Il doit toujours reprendre les propos. Quels conseils pour éviter certainement d'envenimer les situations? Oui, c'est une situation, je dirais, ambivalente et qui crée vraiment des dilemmes, n'est-ce pas, dans notre métier. On a un cas récent en Guinée où un candidat s'est autoproclamé avant que la commission électorale ne donne les résultats. Voilà, justement, sur cette question, le journaliste ne peut que donner l'information, ne peut que s'appuyer sur les faits. Si, par exemple, en Guinée, comme vous l'avez dit, un candidat qui est de l'opposition s'autoproclame, c'est le mot qu'on emploie, autoproclame président, tant que les institutions qui sont en place n'ont pas donné les résultats, aucun candidat ne peut s'autoproclamer président. Mais nous, en tant que journalistes, ce qu'on fait, c'est de rapporter les faits et puis, avec les techniques journalistiques que nous avons, faire, quand il s'agit, n'est-ce pas, de faire une chronique ou bien de faire un commentaire ou bien une analyse, on peut laisser libre cours à notre libre arbitre pour pouvoir se prononcer sur cet aspect-là, pour rappeler à ce candidat qui dit qu'il est le nouveau président sans qu'il ne se soit appuyé sur la commission électorale indépendante. D'accord. Effectivement, pour le cas de la Guinée, on avait des journalistes qui ont relayé les propos du candidat autoproclamé, mais aussi ont donné la parole à la commission électorale qui a dit que nul ne devrait s'autoproclamer sans que les résultats ne viennent de la commission. Parlons d'autre chose, des débats en période électorale. En Afrique, il y a très très peu de débats. Quand on regarde les États-Unis, la vice-présidence, débat entre eux, les futurs présidents, les candidats eux-mêmes, débat entre eux. L'exemple de la Côte d'Ivoire, on se souvient, il y a eu même le face-à-face. Quels sont les enjeux de débats pareils à la télévision, à la radio, dans les médias, pour de bonnes élections? Ici. Je pense que les débats sont très importants en période électorale. Ça permet à chaque candidat de présenter vraiment ce qu'il veut pour le pays en quelque sorte. Et ça permet aussi aux citoyens de voir en face la personnalité du candidat, de pouvoir faire leur choix. Donc les médias sont en quelque sorte un canal pour permettre et aux candidats et aux citoyens de communiquer en quelque sorte.
Maintenant, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste vraiment à des débats, on va dire, de violence de plus en plus en Afrique, ce qui est déplorable. Sinon, en temps normal, un débat, c'est pour faire connaître le programme, le projet de société du candidat. Est-ce que c'est le meilleur choix que je ferai au soir de l'élection et tout ça? Donc, c'est très intéressant de faire les débats. Mais on a tendance à trouver peut-être quelques débats un peu très violents, soit au niveau des paroles ou encore au niveau des gestes. Donc, quand c'est comme ça décourage un peu. Alors moi, je pense que tout dépend des individus, ceux qui participent au débat. Hein, je pense que nous sommes en démocratie. Il faut accepter qu'il y ait des différences d'opinion. Et sur cet aspect, le débat est très important pour nous qui sommes les journalistes, qui devons conduire les débats. Ça, c'est important. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages, mais il faut avoir la culture des débats pour, comme elle a dit, montrer ce qu'on veut faire et qui on est. Parce que dans une perspective de marketing politique, si vous ne vous vendez pas, on ne peut pas savoir ce que vous voulez faire. Et le programme du gouvernement, si les gens viennent sur le plateau de télé ou bien de radio pour venir s'insulter, c'est qu'ils n'ont rien compris encore à la démocratie. Et je pense que le débat permet de faire ressortir vraiment toutes les sensibilités pour permettre surtout aux lecteurs, bon, je vais dire aux téléspectateurs ou bien au public de façon générale, de se faire une opinion, parce que parmi les électeurs, il y a des indécis qui sont là. Donc on peut essayer de ramener ces indécis-là pour permettre à un des candidats, par exemple, de gagner des voix. D'accord, on voit par exemple dans certains pays, des débats sont organisés et il y a des journalistes de différentes rédactions qui viennent proposer des questions à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faudra éviter? Parce que les téléspectateurs, les auditeurs regardent et parfois donnent leur point de vue sur la gestion des débats. On a souvent l'impression que pour tel candidat, certains journalistes ont été tendres, c'est le point de vue de cette personne. Par contre, pour d'autres, ils ont été beaucoup plus incisifs. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pourquoi d'ailleurs, pour ce genre de débat, il faut faire appel à tous les journalistes de tous les médias ou de tous les organes de presse. Et c'est une organisation en fait qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut peut-être faire une série de 3 ou 5 questions à chaque candidat sur les différents domaines, société, santé, économie et tout. Voilà, et donner la possibilité à ces journalistes de poser les questions. Maintenant, ce que je propose également, c'est qu'il faut qu'on ait de plus en plus des débats interactifs, parce que c'est pour la population qu'on se présente. Voilà. Donc, il faut que la population ou les citoyens aient aussi l'occasion de poser aussi leurs questions. Donc, il faut de plus en plus priser les débats interactifs, surtout qu'Internet est arrivé. Je pense que de plus en plus, on a droit à ces interagissements-là. Donc, donner l'occasion aussi aux populations de poser les questions directement aux candidats, pourquoi pas. D'accord. Alors, je reviens toujours à la question de démocratie. Hein. C'est vraiment un aspect sur lequel les populations et les personnalités politiques qui sont surtout sur les plateaux, on n'a pas encore intégré cette notion de démocratie. Parce que tant qu'on sera là, le public va juger pour dire, bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas aussi bien comment les médias, les rédactions travaillent. Je pense quand même qu'en tant que journaliste, une rédaction bien organisée fait un travail très scientifique, comme le dit Marthe, travaille sur des sujets. De là à juger qu'une question est trop incisive pour tel ou tel candidat, je pense que ce sont des appréciations du public qui sont discutables. Mais ce qui est important, comme elle a dit, il faut qu'on recentre les choses sur les valeurs démocratiques, n'est-ce pas, des populations. Il faut leur enseigner ça d'abord, et puis aux personnalités qui sont sur les plateaux de télé ou bien de radio. Parfois, le public pose des questions sur Internet et il y a une sélection naturelle qui est faite au niveau des questions. Comment faire la sélection? Quand l'individu a posé une question directe à un candidat, parfois sa question est reformulée, sinon on la met de côté. Ah oui, ici la question contient quand même des propos injurieux, on va pas faire passer sa question. Mais je pense que si la question est déjà posée aussi, ça n'en vaut pas la peine. Mais si la question est pertinente, il y a ça également, on regarde la pertinence de la question, si elle est pertinente, si elle est d'intérêt public, alors on peut la poser directement au candidat. D'accord, la dernière question pour vous en 30 secondes. Nous sommes en période électorale. Comment le journaliste peut-il contribuer
à l'apaisement? Comment peut-il contribuer à la promotion de la paix? Commence Martha Kissi, termine par M. Augustin Tapé. Le journaliste peut contribuer à l'apaisement en cette période électorale d'abord en étant professionnel, en faisant référence aux règles de base du métier. Il faut être impartial dans le traitement de l'information. Si vous avez interrogé le candidat X, il faut le faire pour le candidat Y. Ensuite, éviter donc de relayer, on va dire, les propos incendiaires, les propos de violence des candidats, quel que soit leur titre, quel que soit, on va dire, leur influence, si vous voulez. Voilà, leur influence, merci. Il faut faire correctement son travail. Et puis, il faut aussi que le journaliste vraiment soit impartial. Ça, c'est très important. Augustin Tapé, il reste 15 secondes. Alors, la question se résume au traitement de l'information équilibré en période électorale. Moi, c'est ce que je retiens et que je dis, demande à tous les journalistes de pouvoir intégrer pour que chaque camp ne soit pas lésé. Merci Augustin Tapé. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef dans une rédaction, journaliste bien entendu. Merci Martha Kissi d'avoir accepté également de participer à cette émission autour du traitement de l'information en période électorale. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.